Arthur m'avait dit que tu viendrais. Le vieil homme se tenait près d'un pick-up cabossé, au point de vue de la montagne, et me dévisageait comme s'il m'attendait depuis des années. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Pourtant, il connaissait le nom de mon grand-père. Et, d'une certaine manière, cela m'effrayait bien plus que l'audience de succession, qui avait eu lieu ce matin-là. Je m'appelle Ethan Carter. Et à midi, tous les membres de ma famille étaient persuadés que j'avais reçu le pire héritage de tous. Mon grand-père milliardaire avait légué des millions à presque tout le monde. Mon père a reçu un important portefeuille d'investissement. Mon frère aîné, Daniel, a obtenu plusieurs propriétés, ainsi qu'un fonds en fiducie très généreux. Mes cousins ont hérité d'actions, d'argent liquide, et de parts d'entreprises pour lesquelles ils n'avaient pourtant jamais travaillé. Puis, l'avocat chargé de la succession a baissé les yeux sur ses papiers, et a prononcé mon nom. Ethan Carter recevra le Ford Explorer de 2012, actuellement enregistré au nom de la succession. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis, mon frère a ri. Pas un rire nerveux, mais un vrai rire de moquerie. Mon père a souri, lui aussi. Le genre de sourire qu'arbore un homme, lorsque tout s'est déroulé exactement comme il le prévoyait. Daniel s'est penché vers moi. Sérieusement? J'ai regardé l'avocat. C'est tout? Le notaire a hoché la tête. Le véhicule vous appartient, libre de toute dette. J'ai balayé la salle de conférence du regard. Personne ne semblait choqué. Ils avaient l'air soulagés, amusés, ou discrètement satisfaits. L'espace d'un instant, je me suis demandé si, d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas mal compris l'intégralité du testament. Mon père s'est éclairci la voix. Ton grand-père a toujours eu un sens de l'humour un peu particulier. Quelques proches ont gloussé. Pas moi. J'ai simplement tendu la main, pour prendre les clés. C'est alors que Daniel a de nouveau ri. Tu as hérité d'une voiture d'occasion, alors que nous autres avons eu des millions. Je l'ai regardé. Je suppose que grand-père savait ce qu'il faisait. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Daniel s'est effacé, pendant une fraction de seconde. Puis, mon père m'a tapoté l'épaule. Ne le prends pas personnellement, Ethan. Je n'ai pas répondu. L'avocat m'a tendu un dossier, contenant le titre de propriété et la carte grise. Avant que je ne parte, il a ajouté une chose qui m'a fait m'arrêter net. Il y a une dernière instruction concernant le véhicule. Je me suis retourné. De quel genre? Votre grand-père a expressément ordonné que rien de ce qui se trouve à l'intérieur de la voiture ne soit retiré avant que vous ne la receviez. J'ai froncé les sourcils. Rien. Absolument rien. Mon père a soudainement paru intéressé. Arthur a laissé des instructions concernant une voiture? L'homme de loi a acquiescé. Oui. L'expression de mon père a changé si vite que j'ai failli ne rien remarquer. Failli. J'ai ramené l'Explorer chez moi, cet après-midi-là. Il était vieux, mais ne tombait pas en ruine. Les sièges étaient usés. Il y avait une tache de café décolorée près de la console centrale, ainsi qu'un porte-gobelet en plastique fissuré. L'habitacle sentait légèrement le cuir, la poussière, et ce désodorisant au pain que les gens utilisent pour donner l'illusion qu'un vieux modèle est plus récent qu'il ne l'est. J'ai ouvert la boîte à gants, des papiers d'assurance, un manuel d'utilisation, un manomètre pour les pneus, et rien de plus. J'ai regardé sous les sièges. Rien. J'étais sur le point de fermer la portière du conducteur, quand j'ai remarqué le GPS. C'était un ancien système de navigation intégré. Je l'ai allumé. Il n'y avait qu'une seule destination enregistrée, domicile. J'ai fixé l'écran. Domicile. J'ai d'abord supposé que l'ancien propriétaire avait oublié de l'effacer, mais je me suis ensuite souvenu de l'avertissement de l'avocat, aucun élément à l'intérieur de l'habitacle ne devait être supprimé. La curiosité a pris le dessus. J'ai appuyé sur la destination. L'itinéraire est apparu. C'était un long trajet vers l'ouest, loin de la ville, en direction des contreforts des Appalaches. J'ai failli l'éteindre. Au lieu de cela, j'ai démarré le moteur. Pendant les 3 heures qui ont suivi, j'ai roulé sur des autoroutes américaines familières, puis sur des routes de plus en plus tranquilles. Les banlieues ont laissé place aux terres agricoles. Les stations-service se sont faites plus rares, et le réseau téléphonique s'est affaibli. Je n'arrêtais pas de repenser à l'audience de succession, au rire de Daniel, au sourire de mon père,
et à l'expression étrange sur son visage lorsque l'avocat avait mentionné la voiture. À l'approche de la soirée, le GPS m'a dirigé vers une petite route de montagne. Je l'ai suivi, jusqu'à ce que le bitume se termine sur un belvédère en gravier. Il n'y avait aucune maison à proximité, aucun commerce. Juste des arbres, des montagnes, et une vue imprenable sur la vallée en contrebas. J'ai coupé le contact. C'est là que je l'ai vu. Un homme âgé se tenait à côté d'un vieux pick-up, près de la rambarde. Il portait une veste en jean délavé, et des chaussures de sécurité. Il a regardé mon Explorer, puis m'a fixé. Il ne semblait pas surpris. Il s'est approché lentement de la vitre côté conducteur. Je l'ai baissé. « Je peux vous aider ?» Il a scruté mon visage. « Vous êtes Ethan. » Mon estomac s'est noué. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a plutôt regardé vers le siège passager. « Est-ce qu'Arthur vous a légué la voiture ?» J'ai fait oui de la tête. Le vieil homme a expiré. Alors, il a tenu sa promesse. Je suis sorti du véhicule. « Qui êtes-vous » ? Je m'appelle Samuel Reed. Il m'a tendu la main. Je l'ai serré, et sa poigne était plus ferme que je ne m'y attendais. Votre grand-père m'a dit quelque chose. J'ai demandé, quoi donc ? Samuel m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit que, si jamais vous veniez ici, vous seriez probablement en colère. J'ai failli rire. En colère contre votre famille, contre lui, et peut-être même contre vous-même. J'ai jeté un coup d'œil à l'explorer. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je sais exactement ce qui s'est passé. Ma gorge s'est serrée. Alors, dites-moi pourquoi il m'a donné une voiture d'occasion. Samuel a posé son regard sur les montagnes. Parce que la voiture n'est pas ce qu'il vous a légué. Il a fouillé dans sa veste, et en a sorti une petite clé en laiton. Je l'ai dévisagée. Qu'est-ce que ça ouvre ? Samuel a refermé ses doigts sur l'objet. C'est ce que vous allez découvrir. Il m'a observé encore un instant. Mais avant cela, Ethan, vous devez comprendre une chose. Laquelle ? Votre grand-père ne faisait pas confiance aux personnes qui ont hérité de son argent. J'ai senti un frisson me parcourir. Alors, à qui faisait-il confiance ? Samuel a soutenu mon regard. À vous. Pour la première fois de la journée, je n'avais aucune réponse. Et quelque part, sous le plancher de ce vieux SUV, j'ai soudainement réalisé qu'il y avait peut-être une raison, pour laquelle mon grand-père s'était assuré que je ne reçoive rien d'apparemment précieux. J'ignorais seulement ce qu'il allait m'en coûter, pour découvrir pourquoi. Samuel ne m'a pas donné la clé en laiton. Il l'a simplement tenue entre nous, me laissant la regarder. Pourquoi mon grand-père laisserait-il une chose pareille dans une voiture, ai-je demandé. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre la trouve. Qui ça ? Samuel a tourné la tête vers la route, derrière moi. Votre père. Cette réponse m'a frappé plus violemment que je ne l'aurais cru. J'avais passé ma vie entière à essayer de comprendre pourquoi mon père me traitait si différemment de mon frère. Robert Carter n'avait jamais été ouvertement cruel. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, il s'était toujours montré poli, maître de lui, et distant. Chaque fois que Daniel réussissait, papa fêtait l'événement. Chaque fois que je réussissais, papa hochait la tête, et changeait de sujet. J'avais cessé d'attendre son approbation depuis des années. Mais entendre Samuel prononcer son nom, sur ce belvédère de montagne, a soudainement donné une toute autre dimension à ses vieux souvenirs. Pourquoi grand-père ne ferait-il pas confiance à mon père ? Samuel a finalement déposé la clé en laiton dans ma paume. Parce qu'Arthur connaissait votre père bien mieux que vous. J'ai refermé mes doigts dessus. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Samuel a secoué la tête. Pas ici. Il a pointé l'exploré du doigt. Il y a quelque chose, à l'intérieur de cette voiture, que vous devez voir en premier. Nous sommes retournés vers le véhicule. Samuel a ouvert le haillon arrière, et s'est agenouillé près du plancher du coffre. Il a passé ses doigts le long du bord de la moquette. Là. J'ai regardé de plus près. Au début, je n'ai rien vu. Puis, j'ai remarqué un minuscule loquet en métal, dissimulé sous le tissu. Je l'ai tiré. Le sol s'est soulevé. En dessous, se trouvait un compartiment peu profond. À l'intérieur,
reposait une petite boîte en métal noir. Je l'ai fixée intensément. Comment saviez-vous qu'elle était là? Parce que j'ai aidé votre grand-père à l'y cacher. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. La clé en laiton s'insérait parfaitement dans la serrure. À l'intérieur, se trouvaient 4 objets, une vieille photographie, un acte de propriété plié, une lettre manuscrite, et une petite enveloppe portant mon nom. Ethan. Ma main est soudainement devenue tremblante. J'ai d'abord saisi la photo. Elle montrait mon grand-père, beaucoup plus jeune, se tenant à côté de Samuel devant ce qui ressemblait à un chantier de construction inachevé. Arthur souriait. Pas Samuel. Au dos, quelqu'un avait inscrit une date, remontant à plus de 30 ans. J'ai déplié la lettre. L'écriture était indubitablement celle d'Arthur. Ethan, si tu lis ceci, tu penses probablement que je ne t'ai presque rien laissé. Je me suis arrêté. Samuel m'observait en silence. J'ai repris ma lecture. C'est exactement ce que je voulais te faire croire. J'ai dégluti. Mon grand-père expliquait qu'il avait passé ces dernières années à observer sa famille changer. À mesure que sa fortune grandissait, les gens, qui venaient le voir autrefois par pure affection, avaient commencé à lui rendre visite parce qu'ils voulaient quelque chose. Il écrivait qu'il n'était pas déçu par l'argent en lui-même. Il était déçu par ce que l'argent révélait. Puis est arrivée la phrase qui m'a fait m'asseoir sur le haillon. J'ai des raisons de croire qu'une personne de mon entourage a détourné des fonds de l'entreprise, sans mon autorisation. J'ai regardé Samuel. Il a hoché la tête. Continuez à lire. Arthur précisait qu'il avait engagé des détectives privés, et des experts comptables judiciaires, sans en informer la famille. L'enquête avait mis au jour des paiements suspects, effectués par le biais de sociétés de conseil. Des millions d'euros avaient disparu, étalés sur plusieurs années. Les noms n'étaient pas directement liés à notre clan, mais les personnes qui recevaient l'argent, elles, l'étaient. J'ai senti mon estomac se contracter. Est-ce que mon père est impliqué? Samuel n'a rien répondu. J'ai replongé mes yeux dans la lettre. Arthur y affirmait qu'il avait délibérément tenu Ethan à l'écart de l'entreprise familiale, car il croyait qu'Ethan était la seule personne à ne pas être devenue dépendante de la fortune familiale. Ton père pense que l'argent est synonyme de pouvoir. Ton frère croit que l'argent est la preuve de son importance. Je veux que tu comprennes que l'argent n'est qu'un outil. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. Puis, j'ai attrapé l'enveloppe. À l'intérieur, se trouvait un autre mot. Celui-ci était plus court. Ne confronte pas ton père. Ne dis pas à Daniel ce que tu as trouvé. Apporte l'acte de propriété à mon avocate, puis pose-lui des questions sur le fonds de dotation de la famille Carter. J'ai levé la tête. Qu'est-ce que le fonds de la famille Carter? Samuel a soupiré. Quelque chose que votre grand-père a créé avant de mourir. Pourquoi personne n'en a parlé aujourd'hui? Parce qu'ils ne savent pas tout. Cela m'a surpris. Vous êtes en train de me dire que ma famille vient de se partager des millions d'euros, et qu'il existe un autre fonds dont personne ne soupçonne l'existence. Votre grand-père l'avait prévu ainsi. J'ai examiné l'acte de propriété. Le nom qui y figurait n'était pas celui d'une personne. Il s'agissait d'un terrain en montagne, la zone même où nous nous trouvions. Pourquoi possède-t-il cet endroit? Samuel a eu un léger sourire. Ce n'était pas le cas. Je l'ai regardé. Pardon? Il a acheté ces terres il y a des décennies. Puis, il les a transférées. À qui? À une fiducie. J'avais l'impression de me tenir au centre d'un puzzle, où chaque réponse engendrait 3 nouvelles questions. Samuel m'a finalement raconté l'histoire. 35 ans plus tôt, Arthur luttait pour maintenir en vie sa petite entreprise de construction. Les banques refusaient de lui prêter suffisamment d'argent, et les investisseurs voulaient prendre le contrôle. Samuel avait décidé de lui donner sa chance. Ils avaient conclu un accord sur ce belvédère même. Samuel aiderait Arthur à décrocher son premier gros contrat. En retour, Arthur promettait que, si la société devenait un jour florissante, il n'oublierait jamais les personnes qui l'avaient aidé à la bâtir. Il a tenu cette promesse, a déclaré Samuel. Alors pourquoi m'impliquer, moi? Parce que votre grand-père savait que l'entreprise était devenue une entité qu'il ne reconnaissait plus. J'ai repensé à l'audience de succession. Des millions distribués à des gens, qui comprenaient à peine comment la société avait été construite.
Et pour moi, un SUV d'occasion, une clé en laiton, une route de montagne, et un avertissement. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche. Un SMS de mon père, où es-tu? Un deuxième message est arrivé, avant que je ne puisse répondre, l'avocate a dit que tu étais parti avec la voiture. Appelle-moi. Puis un autre, ce n'est pas une affaire sur laquelle tu devrais enquêter seul. J'ai fixé l'écran. Samuel a remarqué mon expression. C'est lui. J'ai opiné du chef. Sait-il où vous êtes? Non. Le visage de Samuel est devenu grave. Alors, ne le lui dites pas, j'ai rangé mon téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que cacher quelque chose à mon père pouvait, en fait, s'avérer nécessaire. Je suis rentré chez moi plus tard dans la soirée, la boîte noire dissimulée sous ma roue de secours. Lorsque j'ai atteint mon allée, la Mercedes de mon père était garée de l'autre côté de la rue. Il m'attendait. J'ai immobilisé l'Explorer. Papa est sorti. Il a regardé le vieux SUV, puis a plongé son regard dans le mien. Que as-tu trouvé? J'ai gardé un visage impassible. Rien. Il m'a dévisagé. Tu as conduit pendant 3 heures dans les montagnes. Je voulais voir où menait le GPS. Pourquoi? Par curiosité. Mon père a esquissé un léger sourire. Ce n'était pas le même que lors de l'audience. Celui-ci était nerveux. Ethan, ton grand-père était malade vers la fin. Il n'avait plus les idées claires. Je l'ai observé. Peut-être. Papa s'est approché. Quoi qu'il t'ait dit, quoi que tu penses avoir découvert, laisse tomber. Je n'ai rien dit. Il a baissé la voix. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Puis, il est retourné vers sa voiture. Je l'ai regardé partir. Pendant des années, j'avais cru que mon père ne se souciait pas assez de moi, pour me prêter attention. À présent, je comprenais une vérité bien plus effrayante, il avait été attentif, depuis le tout début. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, et j'ai posé la lettre d'Arthur sur la table de la cuisine. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des informations sur le fonds de dotation de la famille Carter, dans les registres publics. Le premier résultat m'a coupé le souffle. Le fonds n'était pas vide. Il n'était pas modeste non plus. Et selon le dossier, j'étais le seul bénéficiaire individuel nommé, dans une clause scellée. Je me suis adossé à ma chaise. Mon grand-père ne m'avait pas légué une voiture d'occasion, parce que je valais moins que les autres. Il m'avait laissé la seule chose que ma famille ne songerait jamais à me voler, du moins tant qu'elle en ignorait la nature, un secret. Et soudain, j'ai compris pourquoi il m'avait accordé cette confiance. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les mots d'Arthur. Ne confronte pas ton père. Ne dis pas à Daniel ce que tu as trouvé. Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocate de la succession, Margaret Collins. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Ethan? Oui. J'ai trouvé les documents. Il y a eu un silence. Alors, vous avez découvert ce qu'Arthur voulait que vous trouviez. J'ai besoin de savoir une chose. Qu'est-ce que c'est, exactement, ce fonds de la famille Carter? Je ne peux pas discuter de cela par téléphone. Venez à mon bureau. Je suis arrivé en avance. Margaret a fermé la porte de son cabinet, et a déposé un épais dossier sur le bureau. Votre grand-père se doutait que vous auriez des questions. Savait-il que mon père volait l'entreprise? Margaret n'a pas répondu immédiatement. Nous avons des preuves suggérant des transferts non autorisés, mais tant que l'audit judiciaire n'est pas terminé, je n'emploierai pas le mot vol. J'ai apprécié sa prudence. Qui recevait l'argent? Elle a ouvert la chemise cartonnée. Plusieurs sociétés de conseil. Sur le papier, elles étaient légales. En réalité, leur structure de propriété était délibérément complexe. Elle a fait glisser une page vers moi. J'ai immédiatement reconnu un nom, le conseiller en affaires de longue date de mon père. Une autre société était liée à Daniel. J'ai fixé les documents. Combien? Environ 18 millions d'euros, étalés sur 7 ans. 18 millions. C'est ce que nous avons identifié jusqu'à présent. Je me suis renfoncé dans mon siège. Pourquoi grand-père ne les a-t-il pas dénoncés? Parce qu'il voulait des preuves assez solides, pour tenir devant un tribunal.
Margaret m'a expliqué qu'Arthur soupçonnait des malversations financières, mais qu'il refusait de lancer des accusations fondées sur de simples doutes. Il avait engagé un expert comptable indépendant, et avait discrètement soustrait certains actifs au contrôle de la famille. Puis, elle m'a révélé un détail qui a tout changé, Arthur savait également que quelqu'un surveillait ses communications. Je l'ai regardé. Qui? Nous l'ignorons, mais il soupçonnait. Mon père. Oui. J'ai repensé à papa, apparaissant devant chez moi pour me demander ce que j'avais trouvé. Margaret a ouvert un autre dossier. Voici le mémorandum personnel de votre grand-père. J'en ai lu la première ligne, si Ethan lit ceci, c'est que la famille a déjà commencé à se demander ce qu'il a reçu. J'ai souri. Arthur les connaissait trop bien. Le document expliquait pourquoi mon héritage semblait si dérisoire. Arthur avait intentionnellement séparé l'héritage visible, des actifs qui comptaient réellement. L'explorer m'avait été légué, parce qu'il faisait partie des rares choses pour lesquelles personne ne se battrait. Personne ne le fouillerait, personne ne se méfierait, et personne n'imaginerait qu'un véhicule d'occasion puisse receler le premier indice d'une enquête financière. Mais il y avait une autre raison. Arthur écrivait qu'il voulait savoir comment la famille me traiterait, en pensant que je n'avais rien reçu. Car dans les faits, c'était le cas. Je me suis souvenu du rire de Daniel, du sourire de mon père, et de ses proches qui avaient soudainement cessé de me regarder dans les yeux. Arthur avait mis en place un test, et ma famille y avait échoué avant même l'heure du déjeuner. Margaret m'a regardé. Ce n'est pas tout. Elle m'a tendu une enveloppe scellée. Ceci ne devient actif que sous certaines conditions précises. Je l'ai ouverte. Le fonds Carter contenait des actifs d'une valeur considérablement plus élevée que ce que j'imaginais, mais je ne pouvais pas y accéder immédiatement. Il y avait des exigences. Je devais rester indépendant de l'entreprise familiale. Je devais tenir des registres financiers irréprochables. Et plus important encore, je devais nommer un administrateur indépendant, si un conflit impliquant ma famille immédiate venait à éclater. Arthur avait pensé à tout. J'ai levé les yeux. Pourquoi moi? Margaret a souri doucement. Parce que votre grand-père estimait que vous étiez le moins intéressé par son argent. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit. Je suis reparti avec des copies, et j'ai conduit jusqu'à un cabinet d'expertise comptable judiciaire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai continué à travailler et à payer mes factures, tout en examinant les relevés de transactions avec le comptable, la nuit. Des schémas ont commencé à se dessiner. Les paiements étaient scindés en montants plus modestes, et les factures étaient dupliquées. Les frais de conseil étaient approuvés par les personnes mêmes qui en bénéficiaient. Mon père avait bâti tout un système. Daniel n'était pas innocent non plus, il avait perçu des fonds par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés. Puis, nous avons découvert pire encore. Un virement avait été effectué, peu de temps avant la dernière hospitalisation d'Arthur. Le montant était assez conséquent pour déclencher un examen plus approfondi. Le destinataire était une entreprise contrôlée par Daniel. J'ai fixé l'écran. Grand-père était-il au courant de ça? Le comptable a acquiescé. C'est probablement la raison pour laquelle il a accéléré la création de la fiducie. Je suis resté assis, en silence. Puis, un souvenir d'enfance m'est revenu. Un jour, ma mère s'était disputée avec papa dans la cuisine. J'avais 12 ans, et elle me croyait endormi. Tu deviens quelqu'un que ton père aurait détesté, lui avait-elle lancé. Papa avait claqué la porte d'un placard. Tu ne comprends pas ce qu'il en coûte de protéger une famille. À l'époque, je pensais qu'il se querellait à propos du travail. Désormais, je n'en étais plus si sûr. J'ai fouillé dans les vieilles affaires de ma mère. Dans une boîte de photographie, j'ai trouvé un carnet. Il contenait principalement des listes de courses, et des notes familiales tout à fait banales. Vers la fin, il y avait plusieurs pages manuscrites. C'était l'écriture de ma mère. Elle y avait consigné des dates, des noms d'entreprises, des montants, ainsi qu'une phrase « Arthur a raison ». Il se passe quelque chose avec l'argent, mais Robert prétend que je m'imagine des choses. J'ai reposé le carnet. Ma mère savait. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour avoir peur. Je suis resté là jusqu'à minuit. Puis, mon téléphone a vibré. Un message de Daniel, « Papa sait que tu fouines ». Un autre message est apparu, « Tu devrais arrêter, avant de te ridiculiser ». J'ai fixé l'écran. Pendant des années, ces mots m'auraient blessé.
Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. J'ai ouvert le dossier contenant les documents financiers. Ensuite, j'ai regardé la photo de mon grand-père et de Samuel, au belvédère de la montagne. J'ai compris ce qu'Arthur désirait. Il ne me demandait pas de détruire ma famille. Il me demandait de les empêcher de se détruire eux-mêmes. J'ai tapé une unique réponse à mon frère, je ne fouine pas par vengeance. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté, je cherche la vérité. J'ai posé le téléphone. 1 minute plus tard, il a de nouveau vibré. Daniel avait répliqué, tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. J'ai contemplé ces mots. Et là, pour la première fois depuis l'audience, j'ai souri. Ils pensaient toujours que j'étais l'idiot de service. C'était leur plus grave erreur. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a moi-même surpris. Je n'allais pas confronter mon père, et je n'allais pas confronter Daniel. De plus, je n'allais dire à personne, dans la famille, ce qu'Arthur m'avait légué. Pour la première fois de ma vie, j'allais laisser la vérité s'exprimer d'elle-même. J'ai appelé Margaret Collins, et je lui ai demandé d'entamer la procédure officielle avec les auditeurs financiers. En êtes-vous sûr, a-t-elle demandé. Oui. Une fois que nous aurons fait ça, Ethan, il n'y aura plus aucun moyen de faire marche arrière. J'ai regardé la lettre d'Arthur, posée sur mon bureau. Je ne pense pas que les choses aient un jour été telles que mon grand-père le souhaitait. L'audit indépendant a débuté cet après-midi-là. L'entreprise familiale fonctionnait depuis des décennies. Elle comptait des centaines d'employés, des contrats répartis dans plusieurs États, et des comptables qui jonglaient avec des chiffres bien plus complexes que tout ce que j'avais jamais connu. Mais la fraude ne devient pas invisible, sous prétexte qu'une entreprise est imposante. Elle laisse des traces. Et dès lors que l'on sait où chercher, ces traces deviennent difficiles à dissimuler. Les experts ont suivi l'argent. Les paiements avaient été morcelés entre diverses sociétés de conseil. Certaines factures décrivaient des prestations qui n'avaient jamais été réalisées. D'autres énuméraient de vagues dépenses de développement commercial, qu'il était impossible de vérifier. Puis, ils ont déniché l'élément qui reliait tout. L'une des sociétés écrans était enregistrée à une adresse postale, dans le Delaware. L'adresse appartenait à un cabinet d'avocats, mais le bénéficiaire effectif se cachait derrière une autre entité. Et cette entité était directement reliée au compte d'investissement de Daniel. J'ai fixé les documents. Alors, Daniel savait. Margaret a acquiescé. Nous ne pouvons pas encore déterminer avec exactitude ce qu'il savait, mais le lien financier est significatif. Et mon père? Nous avons trouvé des transactions, liées à un compte contrôlé par un conseiller qui travaille avec votre père depuis plus de 20 ans. J'ai fermé les yeux. Les preuves devenaient impossibles à ignorer. Puis, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. J'ai failli ne pas décrocher. Finalement, je l'ai fait. Quoi? Sa voix était d'un calme inhabituel. Il faut qu'on parle de ce que tu sais. Pas pour moi. Il a expiré. Ethan. Papa est prêt à t'indemniser généreusement. Je me suis reculé dans ma chaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te retires. Tu cesses de coopérer avec les auditeurs, et papa te donne 5 millions d'euros. Pendant un instant, je n'ai rien dit. 5 millions d'euros. Un chiffre capable de changer une vie. Un montant qui, visiblement, suffirait selon ma famille à me faire disparaître. J'ai repensé à l'audience, au rire, et à la voiture d'occasion. Ensuite, je me suis rappelé les mots d'Arthur, l'argent n'est qu'un outil. Non. La voix de Daniel s'est durcie. Tu fais une erreur. Je ne crois pas, non. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Je sais exactement dans quoi je m'embarque. Non, c'est faux. Il a marqué une pause. Puis, il a prononcé des mots qui en révélaient bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. Grand-père n'était pas aussi innocent que tu le penses. Ma main s'est crispée sur le combiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-toi, pourquoi il ne t'a rien dit de tout ça de son vivant? Peut-être qu'il attendait que je le découvre par moi-même. Daniel a eu un rire amer. Tu crois vraiment qu'il t'a choisi, parce que tu es spécial? Je n'ai pas répondu. Ethan, tu as toujours été celui qui restait en marge de l'entreprise familiale. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non. Alors arrête d'agir comme tel, l'appel s'est coupé. Je suis resté là,
a fixé le téléphone. Pendant des années, j'avais cru que l'arrogance de mon frère découlait d'un manque de confiance. Désormais, je comprenais qu'elle provenait de la peur. Il craignait de perdre quelque chose. Pas l'argent, mais le contrôle. Le lendemain, j'ai de nouveau rencontré Margaret. Elle m'a informé que l'audit avait mis au jour suffisamment de preuves pour justifier une action en justice officielle. Nous allons tout transmettre. J'ai hoché la tête. Faites-le. En l'espace de quelques semaines, l'atmosphère au sein de l'organisation Carter a basculé. Les cadres, qui répondaient autrefois aux appels de mon père dans la seconde, ont cessé de le rappeler. Les représentants des banques ont exigé des documents justificatifs. Des conseillers externes ont commencé à examiner les contrats. Le conseil d'administration a ordonné une enquête plus approfondie, puis, la nouvelle est parvenue aux oreilles de la famille. Les proches qui s'étaient moqués de moi se sont mis à m'appeler. Ma cousine Rachel fut la première. Ethan, je suis tellement désolé. Pourquoi? Pour ce qui s'est passé lors de l'audience. J'ai failli sourire. C'est bon. Non, ça ne l'est pas. Nous pensions tous que tu n'avais rien eu. Tu n'étais pas la seule. Elle a hésité. Sais-tu ce qu'Arthur t'a réellement légué? J'ai regardé par la fenêtre. Oui. Vas-tu le dire à tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que c'est exactement la seule chose qui vous intéressait tous. Elle n'a su quoi répondre. Puis, les autres appels ont suivi. Un oncle voulait des conseils. Un cousin cherchait à être rassuré. Une personne, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a demandé si je pouvais l'aider à protéger son héritage. J'ai pris conscience d'une réalité douloureuse, au moment même où les gens pensaient que je pouvais avoir de l'argent, ils se rappelaient soudainement que je faisais partie de la famille. J'ai refusé chaque requête. Non pas parce que je voulais les voir souffrir, mais parce que j'avais besoin qu'ils comprennent que les liens humains ne peuvent être rachetés avec la monnaie qui les a détruits. Un soir, j'ai trouvé Daniel debout devant ma maison. Il semblait différent. Fini le costume hors de prix, envolé le sourire confiant. Il n'était plus qu'un homme épuisé, se tenant sous la lumière du porche. Il faut que je te parle. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. À quel sujet? Il a baissé les yeux. Papa. J'ai attendu. Il a peur. Moi aussi. Daniel m'a regardé. Tu ne devrais pas, pourquoi? Parce que grand-père avait tout planifié. Je n'ai rien dit. Daniel a poursuivi, il savait que papa déplaçait des fonds. C'était la première fois que Daniel l'admettait aussi directement. Depuis combien de temps? Il a dégluti. Des années. J'ai senti un froid m'envahir. Et toi? Il a détourné le regard. J'en ai pris une partie. Combien? Il n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin, l'enquête se chargerait de nous le dire. Daniel a de nouveau plongé son regard dans le mien. Ethan, je sais que je me suis moqué de toi. Oui. Je sais ce que j'ai dit. Oui. Et je sais que je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Cela m'a surpris. Je voulais juste que tu saches que j'avais tort. Avant que je ne puisse répondre, il a tourné les talons, et s'est éloigné. Je l'ai regardé disparaître dans l'obscurité. Pour la première fois, j'ai réalisé que la vengeance n'aurait pas la saveur que j'avais imaginée. J'avais passé des années à rêver du jour, où ma famille comprendrait enfin ma valeur. Mais à présent que ce jour était arrivé, je n'éprouvais aucune satisfaction à voir ces personnes s'effondrer. Il n'y avait plus que de la tristesse. La semaine suivante, l'investigation a confirmé les craintes d'Arthur. Des millions avaient été détournés. Mon père avait validé des transactions douteuses. Daniel en avait profité, et tous deux avaient contribué à masquer les pistes financières. Mais une dernière révélation m'attendait. Margaret m'a convoqué dans son bureau, et a déposé un document sur la table. Voici la disposition finale du fonds de dotation d'Arthur. Je l'ai lu, puis je l'ai relu. Mon grand-père ne s'était pas contenté de protéger de l'argent pour moi. Il avait mis en place une fondation caritative, placée sous mon contrôle. Des vétérans, des familles de travailleurs, des aides d'urgence, des bourses d'études.
Des personnes confrontées aux mêmes difficultés que celles rencontrées par mon grand-père, avant qu'il ne fasse fortune. Des gens qui avaient davantage besoin d'une opportunité, que d'un héritage. J'ai regardé Margaret. Il voulait que je m'en charge. Il voulait que vous décidiez, par vous-même, si vous étiez prêt à en assumer la responsabilité. J'ai repensé au vieux SUV, à la montagne, à Samuel, à la clé. Et à cette famille qui avait ri, croyant que je n'avais rien reçu. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'était la véritable vengeance. Ce n'était pas de les rendre pauvres, ni de les humilier. C'était de prouver que la personne qu'ils jugeaient sans valeur, pouvait devenir l'unique individu capable de préserver ce qu'Arthur avait mis toute une vie à bâtir. Et c'est alors que mon père a frappé à ma porte. Il ne souriait plus. « Ethan, a-t-il dit doucement, il faut que je te dise la vérité. » Mon père est resté sur le porche, pendant près d'une minute, avant de prononcer un autre mot. Il paraissait plus vieux qu'un mois auparavant. Son assurance s'était envolée. Tout comme cette expression lisse, qu'il arborait dès qu'il était question d'argent ou d'affaires. « Je dois te dire la vérité, a-t-il répété. Je me suis écarté. Entre. Il est entré lentement, et s'est assis à la table de la cuisine. Pendant des années, j'avais désiré que mon père s'assoie face à moi de la sorte. Non pas en tant que chef du clan Carter, ni en tant qu'homme respecté de tous, mais simplement en tant que père. Maintenant que cela se produisait enfin, je n'étais plus certain de vouloir entendre ce qu'il avait à dire. Il a fixé ses mains. Je savais. J'ai attendu. Je savais que de l'argent sortait de l'entreprise. Ma poitrine s'est serrée. Depuis combien de temps? Plusieurs années. Grand-père le savait? Oui. J'ai détourné le regard. Alors pourquoi ne t'a-t-il pas arrêté? Mon père a secoué la tête. Il a essayé. La pièce a sombré dans le silence. Papa a expliqué que, lorsqu'Arthur avait commencé à poser des questions, il avait d'abord pensé que son père devenait simplement paranoïaque avec l'âge. Mais ensuite, Arthur a engagé des enquêteurs privés. Robert a paniqué. Non pas parce qu'il avait personnellement orchestré chaque transaction, selon ses dires, mais parce qu'il avait laissé Daniel, ainsi que plusieurs cadres, utiliser les fonds de l'entreprise de manière inappropriée. Je me persuadais que je protégeais la famille, a affirmé papa. Je l'ai regardé. En volant cette même famille? Il a tressailli. Je sais ce que ça donne l'impression d'être. Ça donne l'impression d'être exactement ce qui s'est passé. Il a opiné du chef. J'avais peur. Cette réponse m'a surpris. Mon père avait toujours semblé n'avoir peur de rien. De quoi avais-tu peur? De ne jamais être à la hauteur. Il a regardé en direction de la fenêtre. Ton grand-père a tout construit. Chaque maison dans laquelle nous avons vécu, chaque vacances, chaque opportunité. Les gens m'ont comparé à lui toute ma vie. Et avec Daniel, j'ai commis la même erreur que mon père avec moi. J'ai froncé les sourcils. Quelle erreur? Je lui ai enseigné que l'argent était la preuve de notre propre valeur. La voix de papa s'est légèrement brisée. Quand tu étais jeune, tu te moquais éperdument de tout cela. Tu voulais travailler avec tes mains. Tu aimais réparer les choses. Tu pouvais passer une après-midi entière à retaper une vieille moto, sans jamais te demander combien elle valait. Il a eu un sourire triste. J'aurais dû en être fier. Mais tu ne l'étais pas, j'étais effrayé. Je l'ai regardé. Effrayé par moi. Effrayé qu'Arthur te respecte davantage, qu'il ne me respectait moi. Cet aveu a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'avais passé des années à penser que mon père, tout bonnement, ne me voyait pas. La vérité était bien pire. Il me voyait. Il me percevait simplement comme une menace, face à sa propre insécurité. Pourquoi as-tu laissé Daniel se moquer de moi? Papa a baissé la tête. Parce que j'étais soulagé, de voir que tu ne t'intéressais pas à l'argent. Je l'ai fixé. Il a enchaîné, je pensais que si tu restais éloigné de l'entreprise, tu ne pourrais pas révéler ce qui s'y tramait. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, la rue avait l'air tout à fait ordinaire. Un voisin promenait son chien. Un camion de livraison s'est arrêté devant une maison, et des enfants faisaient du vélo. En observant ce quartier si calme, personne n'aurait pu deviner qu'une famille entière se déchirait, pour des millions d'euros. Que se passe-t-il, maintenant, ai-je demandé.
Papa a soupiré. Je vais devoir assumer les conséquences. Ce n'est pas une réponse. Non. Il a levé les yeux vers moi. Je n'attends pas de toi que tu me protèges. Je me suis retourné. Tant mieux. Il a acquiescé. Je n'attends pas non plus de pardon. Je n'ai pas répondu, car j'ignorais si je pourrais lui pardonner. Pas encore. L'enquête a suivi son cours. Les experts comptables ont récupéré plusieurs millions, grâce à des comptes gelés et des actifs transférés illégalement. Le reste de l'argent était plus difficile à tracer. Mon père a coopéré, après avoir réalisé que les preuves étaient accablantes. Daniel a fini par faire de même. Mais aucune de ces coopérations n'a effacé ce qu'ils avaient commis. Il y a eu des répercussions judiciaires, des pertes financières, ainsi que des dégâts au sein de la famille, que l'argent ne pourrait jamais réparer. Cependant, un autre phénomène s'est produit. Pour la première fois, mon père a cessé d'essayer de contrôler l'issue de la situation. Il a arrêté d'appeler les proches, cessé de faire pression sur les avocats, et renoncé à vouloir convaincre tout le monde qu'il avait été incompris. Il a, tout bonnement, accepté ses responsabilités. Cela comptait pour moi. Pas assez pour effacer le passé, mais suffisamment pour laisser une porte entr'ouverte. Quelques semaines plus tard, j'ai repris le volant du vieil Explorer, pour retourner au belvédère de la montagne. Samuel était là. Il était assis sur le capot de son pick-up, et buvait du café dans un thermos en métal. « Vous avez l'air différent, m'a-t-il dit. »« Je me sens différent. » Il m'a tendu une tasse, et je me suis assis à côté de lui. Mon père a avoué. Samuel a hoché la tête. Arthur s'y attendait. Il s'attendait à tout. Samuel a souri. C'était tout Arthur, ça. J'ai sorti la dernière lettre de ma veste. J'ai trouvé autre chose, dans les documents du fonds. Quoi donc? Arthur a créé une fondation caritative. Samuel m'a regardé. Pour les vétérans, les familles de travailleurs, les bourses, l'aide d'urgence. Samuel a souri. Il voulait que vous compreniez d'où venait cet argent. Comment ça? Arthur n'a jamais oublié ce que l'on ressent quand on a besoin d'aide. Samuel a contemplé la vallée. Quand il a lancé sa première entreprise, il n'avait presque rien. Des gens lui ont offert des opportunités. Il estimait que la chose juste à faire, c'était de transmettre cette chance à son tour. J'ai regardé les montagnes. Je croyais que mon héritage était une punition. Samuel a ri doucement. C'était bien le but. J'ai souri. Puis, il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Votre grand-père ne vous a pas confié son argent, Ethan. Je l'ai regardé. Il vous a confié ce que cet argent pouvait devenir. Pour la première fois depuis l'audience de succession, j'ai senti le poids sur ma poitrine commencer à se dissiper. J'ai enfin compris. Arthur ne voulait pas que je gagne contre ma famille. Il voulait que je gagne contre la tentation de leur ressembler. Quelques jours plus tard, Daniel m'a appelé. Je veux te présenter mes excuses. Je suis resté assis, en silence, pendant qu'il parlait. Je me suis moqué de toi. Oui. Je pensais que tu m'étais inférieur. Oui. J'avais tort. Je pouvais entendre la honte dans sa voix. Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes. Je ne sais pas encore si j'en suis capable. Je comprends. Nous sommes restés silencieux. Puis, j'ai déclaré, mais je refuse que nous passions le reste de notre vie à nous détester. Daniel a pris une grande inspiration. Moi non plus. Ce ne fut pas une réconciliation parfaite. Il n'y a eu aucune étreinte, ni de promesses dramatiques. Juste deux frères, admettant que les choses avaient terriblement mal tourné, et décidant de ne pas aggraver la situation. C'était bien suffisant pour une seule journée. Par la suite, mon père a commencé à reconstruire sa vie, en dehors de l'entreprise familiale. Daniel a vendu plusieurs propriétés superflues, et a commencé à rembourser ce qu'il pouvait. Quant à moi, j'ai lancé la fondation caritative. J'ai contribué au financement de programmes de logement pour les vétérans, de bourses d'études, et de subventions d'urgence pour les familles modestes. La première fois que j'ai signé un chèque de subvention, j'ai pensé au vieil Explorer, garé dans mon allée. Une voiture dont la valeur ne représentait qu'une infime fraction de ce que les autres avaient reçu. Pourtant, cette voiture m'avait conduit vers la vérité.
Elle m'avait mené à Samuel. Elle m'avait fait découvrir l'ultime leçon d'Arthur, et, par-dessus tout, elle m'avait ramené à moi-même. Des mois plus tard, j'ai de nouveau conduit l'explorer jusqu'à la montagne. Je me suis garé près du belvédère, et j'ai contemplé la vallée en contrebas. Pendant des années, je croyais que la richesse consistait à posséder plus que tous les autres. Arthur m'avait enseigné une toute autre leçon. La richesse pouvait signifier avoir assez de courage pour dire la vérité, assez de sagesse pour s'éloigner de l'avidité, assez d'humilité pour pardonner sans oublier, et assez de compassion pour utiliser ses propres ressources afin d'aider autrui à se relever. J'ai enfin compris pourquoi mon grand-père m'avait fait ce don, dont personne ne voulait. Cette voiture d'occasion n'était pas dénuée de valeur. C'était une carte routière, et j'avais finalement appris à la suivre. La première fois que j'ai conduit l'explorer jusqu'à la maison de mon père, une fois que tout fut terminé, j'ai bien failli faire demi-tour. Pendant des années, cette demeure avait incarné tout ce que je croyais avoir échoué à devenir. Mon père avait bâti sa vie sur les apparences, le bon quartier, la bonne voiture, les bonnes relations d'affaires, le fils idéal. Et durant la majeure partie de mon enfance, j'ai cru que ce fils idéal était Daniel. Mais cet après-midi-là, un détail avait changé. Mon père se tenait sur le porche d'entrée, lorsque je me suis engagé dans l'allée. Il a regardé le vieil SUV, et a eu un léger sourire. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Arthur t'ait légué cet engin. J'ai ri. Moi non plus. Papa s'est dirigé vers le véhicule. Est-ce qu'il fonctionne toujours mieux que la plupart des membres de cette famille? Il a ri. C'était la première fois que nous rions ensemble, depuis des années. Nous sommes restés un instant près de la voiture, sans prononcer un mot. Puis, papa m'a regardé. Je te dois des excuses. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis déjà excusé, a-t-il poursuivi, mais je ne crois pas t'avoir jamais dit pourquoi, exactement, j'étais désolé. J'ai attendu. J'ai passé des années à te faire ressentir que tu n'étais pas à la hauteur. Sa voix s'est adoucie. Je t'ai comparé à Daniel. Je t'ai comparé à Arthur. Je t'ai comparé à toutes les personnes qui réussissaient dans mon entourage. Et je t'ai fait croire que, si tu n'étais pas riche, puissant ou impressionnant, tu n'avais aucune importance. J'ai baissé les yeux. Il avait raison. Il y avait eu des anniversaires où Daniel recevait des cadeaux onéreux, tandis que j'avais droit à une poignée de main. Il y avait eu des dîners de famille où les récits d'affaires de Daniel monopolisaient l'attention pendant 1 heure, alors que mon travail était à peine évoqué. Il y avait eu des moments où je désirais tellement l'approbation de mon père, que je modifiais certaines facettes de ma personnalité, dans le seul but de la mériter. Et puis, j'avais fini par renoncer. J'aurais dû te dire que j'étais fier de toi, a déclaré papa. Je l'ai regardé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Il a dégluti. Parce que j'étais jaloux. Ce mot a flotté entre nous. Ni de la colère, ni de la cupidité. De la jalousie. C'était bien la seule chose que mon père n'avait jamais admise. J'étais jaloux parce qu'Arthur te faisait confiance. J'ai regardé en direction des montagnes, au loin. J'ignorais que c'était le cas. Papa a eu un sourire triste. Ton grand-père me disait souvent que tu étais la seule personne de la famille à ne pas avoir besoin de lui. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Il l'a dit à plusieurs reprises. J'ai secoué la tête. J'aurais aimé le savoir. Moi aussi. Nous sommes restés plantés là, en silence. Puis, papa a repris, je sais que le pardon n'arrive pas simplement parce qu'on le réclame. Non. Je le sais. Mais cela peut arriver, parce qu'on décide de changer. Il a hoché la tête. J'essaie. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Pas la promesse d'un avenir parfait, mais la simple reconnaissance qu'un changement exigeait des efforts. Plus tard dans la semaine, Daniel est venu me rendre visite. Il semblait mal à l'aise sur le pas de ma porte. Je t'ai apporté quelque chose. Il m'a tendu une petite boîte en carton. À l'intérieur, se trouvait une vieille photographie de famille. Arthur trônait au centre, et mon père se tenait à ses côtés. Daniel n'était qu'un petit garçon, et moi, je devais avoir 6 ans tout au plus, blotti contre la jambe de mon grand-père. J'ai retourné la photo. Une phrase était inscrite au dos, les garçons comprendront, un jour. Je l'ai fixé intensément. Grand-père a écrit ça. Daniel a opiné du chef.
Je l'ai trouvé dans le bureau de papa. J'ai eu un sourire triste. Peut-être qu'il savait. Il savait toujours. Daniel s'est assis. Pendant un moment, aucun de nous n'a pris la parole. Puis il a lâché, « Je suis désolé. » Je l'ai regardé. Je sais. Non, Ethan. Je le suis vraiment. Il a baissé les yeux sur ses mains. J'ai passé ma vie entière à penser que je devais te vaincre. Ce n'était pas le cas. Je le sais, maintenant. Il a ri doucement. C'est ça, le plus stupide. Tu n'étais même pas en compétition avec moi. Non. J'étais en compétition avec une version de toi, qui n'existait que dans ma tête. C'était sans doute la chose la plus sincère, que mon frère m'ait jamais dite. Je ne lui ai pas pardonné instantanément. Le véritable pardon ne fonctionne pas ainsi. Mais j'ai décidé que je refusais que la colère devienne un autre de mes héritages. Nous avons convenu de rester en contact, lentement, prudemment, une conversation à la fois. Certaines choses ne redeviendraient jamais ce qu'elles avaient été. Et c'était peut-être mieux ainsi. Certaines familles n'ont pas besoin de revenir en arrière, elles ont simplement besoin d'avancer différemment. À ce moment-là, la Fondation Carter était pleinement opérationnelle. Les premières bourses d'études ont été attribuées à des étudiants, dont les parents enchaînaient les emplois horaires. Les premières subventions d'urgence ont aidé des familles à régler des frais médicaux, ou à payer leur loyer après des licenciements inattendus. Nous avons également établi des partenariats avec des associations, soutenant les vétérans lors de leur transition vers la vie civile. Je signais chaque approbation personnellement. Non pas par soif de contrôle, mais parce que je voulais me souvenir de ce qu'Arthur m'avait enseigné. L'argent n'était pas la destination, ce n'était que le véhicule. Et soudainement, le vieil explorer garé devant mon bureau m'est apparu comme presque comique. Un milliardaire avait offert à son petit-fils une voiture d'occasion. Et, d'une certaine manière, ce véhicule renfermait bien plus de sens que des millions d'euros. Un samedi matin, je suis retourné au belvédère de la montagne. Samuel m'attendait. Il paraissait plus vieux que lors de notre première rencontre, mais sa posture dégageait toujours une grande force. « Vous êtes revenu » a-t-il dit. « Je tenais à vous remercier. » Il a balayé l'idée d'un geste de la main. « Remerciez plutôt votre grand-père. »« C'est déjà fait. » Samuel a souri. Nous sommes restés debout, près de la rambarde. La vallée, en contrebas, était baignée par la lumière dorée du matin. J'ai repensé au jour de ma première venue, rempli de colère et de confusion. Je croyais avoir été floué. Je pensais que tous les autres avaient gagné, et que mon grand-père m'avait choisi en tout dernier. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Il m'avait soumis à un test. Et, plus important encore, il m'avait offert un choix. Je pouvais devenir amer. Je pouvais passer ma vie à essayer de punir tous ceux qui m'avaient sous-estimé. Ou bien, je pouvais accepter ce qui s'était passé, en tirer des leçons, et saisir cette opportunité pour devenir un homme dont mon grand-père aurait été fier. J'ai opté pour la seconde solution. Avant de repartir, je me suis assis dans l'Explorer et j'ai allumé le GPS. La destination enregistrée indiquait toujours « domicile ». J'ai souri. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'Arthur avait voulu dire. Le véritable foyer n'était pas une maison. Ce n'était pas un compte bancaire, ni même un nom de famille. Le véritable foyer, c'était cet endroit intérieur, où l'on pouvait enfin cesser d'avoir à prouver sa valeur. J'ai éteint le GPS. Ensuite, j'ai démarré le moteur. Tout en redescendant la montagne, j'ai pris conscience que la plus belle des vengeances n'était pas de voir mon père tout perdre. Ce n'était pas de voir mon frère s'excuser. Ce n'était pas, non plus, de leur prouver que je valais bien plus que ce qu'ils imaginaient. La plus belle des vengeances, c'était de refuser de devenir le genre de personne qui m'avait blessé. Mon grand-père avait laissé des millions derrière lui. Mais ce qu'il m'avait véritablement légué, c'était quelque chose de bien plus difficile à quantifier, de la sagesse, des responsabilités, et le courage de choisir qui je voulais devenir. C'est peut-être là, la leçon qui mérite d'être retenue. Parfois, la vie vous offre une chose qui semble dénuée de valeur, car vous ne regardez que son prix, au lieu d'observer sa raison d'être. Parfois, les personnes qui vous sous-estiment vous offrent, tout à fait accidentellement, la plus belle des libertés. Et parfois, le pardon ne signifie pas d'oublier ce qui s'est passé. Cela signifie d'en tirer des leçons,
sans laisser cette douleur empoisonner le reste de votre existence. Alors, si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a été sous-estimé, trahi, ou jugé sur ce qu'il possédait plutôt que sur ce qu'il était, n'hésitez pas à la partager avec lui. Et si vous avez un jour découvert que les périodes les plus sombres de votre vie vous préparaient, en secret, à quelque chose de bien meilleur, j'adorerais que vous restiez avec moi pour la prochaine histoire. Car parfois, le plus bel héritage n'est pas ce que quelqu'un laisse en votre nom.